Si vous aussi avez envie d'en savoir un peu plus sur les dernières tendances et derniers défilés, rejoignez Mode et Influence. Quand on parle de fast fashion, on pense souvent au prix et aux usines. Mais on rate un truc essentiel. La fast fashion n'a pas seulement bouleversé nos placards, elle a hacké nos cerveaux. Aujourd'hui, acheter un vêtement n'est plus un choix, c'est un réflexe. Les géants du secteur, comme Shein, Temu ou Boohoo, ont transformé le shopping en scroll indéfini. On ne fait plus du lèche-vitrine, on fait du swipe de vêtements. Le principe est simple. Plus tu regardes, plus tu cliques, plus tu achètes. Et parfois sans même t'en rendre compte. Les applications fonctionnent comme des jeux, notifications, récompenses, points à collecter, promotions chronométrées. On n'achète pas un t-shirt, on débloque un niveau. Et c'est ça la vraie dérive. La mode est devenue un shoot de dopamine à bas prix. On n'achète plus parce qu'on en a besoin, mais parce que c'est là, c'est maintenant, et ça coûte parfois moins cher qu'un sandwich. Aujourd'hui, ce dont je veux vous parler, c'est de nous. De notre rapport à l'achat, de la manière dont la fast fashion a réussi à faire de l'impulsion une habitude, et de l'habitude presque une addiction. Alors la question finalement c'est quoi ? C'est qu'est-ce qui se passe quand la mode devient une mécanique addictive et surtout, comment on reprend le contrôle. Alors on va commencer avec toi Héloïse, qui va nous parler de la consommation et des hauls, et plus particulièrement des influenceurs. Oui, tout à fait. Alors je pense on est tous déjà tombés sur une vidéo, de haul et d'ailleurs ça explose, sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, YouTube. C'est des créateurs qui montrent leur achat fait, sur Shein, et ça marche très, très bien. Ça peut faire plusieurs centaines de milliers de vues. Souvent, c'est des hauls qui vont être très volumineux et aussi très chers. En fait, ça met en scène, la surconsommation. Parfois, les créateurs de contenu le savent très bien. Parfois, ils ne s'en rendent même pas compte. Et en fait, certaines influenceuses en font clairement un peu leur fond de commerce. Elles attirent justement leur public grâce à ces hauls où on les voit voilà, énormément acheter. Et parfois même, elles n'achètent pas, elles reçoivent directement de la marque ces vêtements. Et en plus, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu dans tous les pays, parce qu'il y en a en France, mais même moi, je suis des influenceuses, par exemple, anglaises. Il y a Zara Ashcroft, Ça marche et énormément. ça fonctionne dans tous les pays. Ouais. Donc ouais, c'est une vraie tendance. Est-ce que tu pourrais nous parler peut-être de Shein et de combien de produits sont référencés par jour ? Ouais, tout à fait. Alors, il y a à peu près 8000 nouvelles sorties chaque jour sur C'est Shein. énorme. Oui, Ouais. c'est énorme. Pour comparer, ce qui va être Zara, H&M, ça va être plutôt, on va être sur une centaine de vêtements, ce qui est quand même déjà trop, on est d'accord. Mais Shein, c'est vraiment de l'ultra fast fashion. Zara, H&M, etc., c'est de la fast fashion. L'objectif, encore une fois, pour la plateforme Shein, c'est de proposer en fait toujours plus de nouveaux vêtements et en fait, ça va être toujours plus du coup de nouveaux contenus qui vont être faits sur TikTok, etc., etc. Donc, ça va encore pousser à la consommation et c'est un peu un cercle vicieux puisqu'on sait que les algorithmes ils favorisent aussi les contenus nouveaux. Voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Moi, ma question, c'est pourquoi les internautes y passent le cap ? Parce qu'on sait très bien que ce sont des marques qui ont des dérives. On va en parler plus tard hein, avec vos chroniques respectives. Mais alors pourquoi on continue à vouloir acheter ? On sait surtout que les jeunes sont très friands de la plateforme. En France, il y a une étude qui est sortie sur Ipsos qui dit qu'il y a à peu près 43% des 18-34 ans qui justement vont sur cette plateforme. Pour comparer, ça, c'est 38% des 35-55 ans et 19% des plus de 55 ans. Donc il y a quand même une chute quand on passe un certain cap dans l'âge. On sait que donc les jeunes, ils vont être déjà plus exposés justement à ces vidéos de haul. Donc il y a aussi une pression du paraître. On est tous sur les réseaux sociaux, on voit tous les jours des contenus d'influenceurs, de créateurs de contenu qui font rêver, qui mettent en avant beaucoup de vêtements, un train de vie luxueux. Et en fait, les jeunes, ils vont avoir envie de ressembler à ce qu'ils voient. Et Shein, ça va être un peu la porte d'accès à une tendance, à des tendances de vêtements, mais moins chers. Ils vont pouvoir reproduire en fait des tenues qu'ils vont voir sur les créateurs, mais à moindre coût. Ça va être en fait, ils vont avoir l'impression de briser un peu ce plafond de verre qu'il y a entre eux et des catégories sociales en fait plus aisées. Et c'est ça aussi qui va les pousser à l'achat, c'est vraiment cette volonté de ressembler aux influenceurs, d'accéder à une esthétique de luxe, mais via des dupes.
Et encore une fois, on sait que les partenariats rémunérés font que la transparence est limitée pour les influenceurs. Et donc, ils vont mettre en avant énormément les produits, encore une fois, Chine, etc. Mais derrière, il n'y aura pas une transparence de vérité. Donc, l'internaute, il va se dire, oui, c'est super, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et il ne va pas réfléchir à sa consommation derrière. Et tout ça, mis bout à bout, ça va le pousser directement à acheter de manière compulsive même sur ce genre de plateforme. Juste pour les partenariats rémunérés, est-ce que tu pourrais juste nous rappeler un peu ce que c'est? Parce que Oui. peut-être que tout le monde ne connaît pas le concept. Oui, tout à fait. Les partenariats rémunérés, c'est quelque chose qui se fait quand même depuis au moins une quinzaine d'années sur les réseaux sociaux, mais ça prend vraiment de l'ampleur depuis quelques années. C'est lorsque une marque va proposer de payer un influenceur, un créateur de contenu, pour justement faire du contenu sur sa marque. Par exemple, il va promouvoir tel vêtement, tel cosmétique, et ça va être rémunéré. Et alors justement, on sait qu'il y a certaines influenceuses, comme récemment Léna Situation, qui a déclaré sur France 2, sur le 20h30 de France 2, avoir refusé une offre avec beaucoup de zéros de la part de Shein, parce qu'ils font quand même beaucoup de propositions aux créateurs et aux créatrices de contenu. Donc on voit quand même qu'il y a certains influenceurs qui aujourd'hui résistent, et que l'argent et l'appât du gain, ça peut fonctionner, mais pas toujours. Et il y a aussi une partie du public, de l'audience, qui commence à dénoncer, pareil, sur des vidéos TikTok, voilà, où on voit des amateurs qui disent voilà pourquoi moi je suis contre la fast fashion, voilà pourquoi moi je veux pas participer à tout cela. Et ça fait du bien dans un monde où on voit perpétuellement, on va dire, des vidéos un peu fake. Ça aide. Et puis on sait que Shein a été extrêmement fragilisée avec les scandales, déjà notamment des poupées qui ont été à caractère sexuel mises sur la plateforme. En France, il y a eu les magasins physiques. Donc tout ça, on peut se demander comment la plateforme, elle, aujourd'hui, va rebondir. Est-ce que les influenceurs vont aider la marque à rebondir? Est-ce qu'ils vont leur demander davantage de contenu, etc. Donc ça sera à voir dans un prochain épisode. À noter que par rapport au partenariat, jusqu'à une certaine période, sur les réseaux sociaux, c'était pas indiqué. C'est ce que j'allais dire, ouais. Maintenant, il y a une obligation de le mettre en petit dans les stories et dans les vidéos. Mais avant, donc c'était encore pire, parce que du coup, les gens étaient même pas, s'en rendaient pas compte que justement c'était Exactement. un haul finalement. Ouais. Là aujourd'hui c'est plus encadré, mais parce que justement la loi aide à faire prendre conscience de l'ampleur des réseaux sociaux, mais avant je pense que beaucoup de gens se rendaient pas encore compte. Oui, après on en parlera tout à l'heure avec Léa sur Oui, tout l'aspect à fait. juridique, mais c'est vrai que le droit a toujours un temps de retard par rapport aux situations, parce qu'il faut le temps qu'il la comprenne, qu'il s'adapte et qu'il puisse réguler les dérives. Ça paraît logique dans certains principes. Après, je trouve que ce qu'on peut rajouter sur la question des partenariats rémunérés, c'est que c'est quand même plus facile de dire non à un partenariat rémunéré quand tu as une communauté qui te suit et que tu as les moyens de pouvoir vivre de l'influence. Tout Et à donc fait. c'est le cas un peu avec Léna Situation. C'est que maintenant elle est établie, ça fait déjà plus de 10 ans qu'elle fait de la création de contenu, elle en vit, elle emploie des gens aussi pour travailler avec elle. Et donc c'est beaucoup plus facile de dire bah non, là ça me correspond ça, pas et je vais pas c'est ça. le faire. Mais je pense que le choix est pas aussi simple. Quand on a un micro-influenceur, Exactement. Et qu'on veut se lancer et devenir indépendant et entrepreneur grâce aux réseaux sociaux. Sachant qu'on peut vraiment se faire beaucoup d'argent. J'ai vu un truc qui est passé où il y avait une influenceuse chinoise qui faisait défiler des produits, un produit à la seconde, et elle s'est fait 17,5 millions d'euros en un jour. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Sachant qu'en vrai, elle montre même pas le produit, à peine, elle le sort. Ouais, à peine elle de le sa passe boîte. comme ça et Ouais. elle le fait comme ça. Ouais, j'ai vu le truc. Puis maintenant avec TikTok Shop, c'est encore pire, j'ai l'impression. Tout le monde peut s'y mettre. Même moi, on m'a proposé. Donc, tout le monde peut se mettre à Devenir influenceur. Voilà, tout le monde peut devenir influenceur et proposer du contenu et être rémunéré pour ça. Je pense que c'est quand même un peu dangereux. C'est dangereux en même temps. Après, c'est ce que j'essaye de dire aussi, c'est qu'on ne peut pas non plus blâmer des gens qui essayent de vivre et d'être indépendants grâce bien à ça. sûr. Merci beaucoup pour ta chronique. Merci. On va passer maintenant à Thomas. C'est vrai que de la fast fashion, des fois à la haute couture, il n'y a qu'un pas. Et c'est vrai que les marques de fast fashion produisent de plus en plus vite, de moins en moins cher, et s'accaparent souvent des codes prestigieux de la haute couture. Est-ce que Thomas, tu veux nous en dire un peu plus? Oui, bon, après, c'est pas un phénomène qui est très récent, on va dire. Zara, H&M, Uniqlo, toutes les marques elles cherchent justement à brouiller cette frontière entre couture
et production de masse, notamment à travers le haul, en faisant cette adoration du luxe. D'ailleurs, le dernier en date, c'est le 17 novembre, donc c'était il n'y a pas si longtemps, c'est la nouvelle collection capsule de Zara, signée par Ludovic de Saint-Cernin. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeune créateur français qui est déjà vraiment reconnu dans le milieu alors qu'il a commencé il n'y a pas très longtemps. On le reconnaît surtout avec son univers très sensuel, donc des cuirs lacés, des transparences assumées. Et qu'est-ce que Zara reprend exactement? Et globalement tout, en fait. Tout est là, des robes satinées, mais piquées avec des clous, des chemises transparentes, des satins soyeux. Donc en vrai, c'est des coupes parfaites pour les fêtes de fin d'année, avec quand même une certaine touche queer, qui reprend des codes de la communauté queer. Si on regarde les défilés de Saint-Cernin, qui ont déjà eu lieu pendant les Fashion Week, en fait c'est exactement les mêmes silhouettes mais plus simplifiées avec évidemment sûrement des techniques beaucoup plus simples de création. Mais après, c'est une démarche qui est aussi justifiée par le créateur, qui souhaite rendre la couture accessible. Oui, et en vrai, sociologiquement, c'est un phénomène qui est pas du tout nouveau. Dans les années 60, Yves Saint-Laurent, il a créé la première collection qui s'appelle Rive Gauche. C'est une version beaucoup plus accessible de son univers couture qu'on lui connaît aujourd'hui. Dans les années 2000, il y avait Karl Lagerfeld, Balmain et même Versace qui ont aussi collaboré avec H&M. Donc vraiment, ce phénomène, c'est pas du tout nouveau. Et qu'est-ce que ça implique pour les codes queer? Parce que je pense que c'était aussi un des pans des créations du coup De Saint-Cernin, ouais, pour la haute couture, et du coup qui ont été repris dans cette collection Zara, alors que en vrai ça n'a pas vraiment sa place. Ouais. Et là encore, du coup l'histoire de la mode nous aide à comprendre les subcultures queer, ou pour ceux qui n'auraient pas fait anglais LV1, la subculture de la communauté LGBTQIA+, ont souvent inspiré la haute couture d'un point de vue artistique, donc avec Jean-Paul Gaultier dans les années 80 et 90, avec Mugler et ses silhouettes hyper sexualisées, ou encore McQueen qui revendiquait les marges et les corps non normés. Mais à l'époque, leur utilisation, comme je disais, il y avait un sens artistique et politique. Avec Zara, on change de registre. On passe de l'expression donc créative à l'extraction des codes. C'est ce que le sociologue Dick Ebdige appelle dans son analyse des sous-cultures la récupération. En gros, tout est là, c'est un processus où le symbole marginal devient une marchandise neutre, commerciale, dès qu'il entre donc dans le marché de masse, notamment avec Zara. Et parce que les codes queer, c'est pas qu'une forme esthétique d'art, c'est vraiment né des marges de la société, dans des safe places, dans des clubs où la mode est servée comme moyen d'exister et d'exprimer son identité de genre. Et donc les intégrer en fait dans une chaîne industrielle comme Zara, c'est leur ôter totalement cette charge politique qui leur était un peu glorifiée avec notamment Saint-Cernin sur les défilés. C'était un hommage. Et là, c'est clairement une transformation en marchandise. D'un point de vue artistique, c'est un peu douteux. On sait vraiment, en vrai, ce que représente Zara et toutes ces grandes marques pour ces communautés, ces minorités, parce que historiquement, ce sont les premières qui sont piétinées par le système capitaliste qui est alimenté par ce genre de marques de fast fashion. Avec ce que tu nous as dit, est-ce qu'on peut vraiment dire que les collections deviennent couture, en définitive? D'un certain point de vue, oui, parce qu'en vrai, toutes les grandes marques, donc mainstream, comme j'ai cité, multiplient ces capsules designer. Même Zara, maintenant, a ouvert une branche atelier, où, soi-disant, ils utilisent des techniques beaucoup plus élaborées pour créer leurs costumes, alors qu'en vérité, il y a juste une augmentation des prix, hein. On reste quand même sur du plastique, principalement, et de la viscose. Du coup, le luxe, il devient surtout une vitrine d'accessibilité, comme tu disais, avec le haul. La couture, elle est une source d'inspiration, mais elle est aussi du coup un outil marketing de vente. Donc les marques, elles restent quand même sur ce modèle de production de masse, une recherche de réduction des coûts et sûrement une exploitation de travailleurs précaires, souvent invisibilisés. Et donc pour les marques, c'est un peu gagnant-gagnant d'un point de vue commercial? Sur le papier, oui. Le luxe, il se rend du coup de plus en plus désirable et accessible. Mais en fait, pas vraiment accessible. Il se rend désirable pour un plus grand nombre de publics, mais en réalité, il reste inaccessible. Parce que la fast fashion essaye de se hisser à une certaine catégorie esthétique. En fait, si on reprend par exemple les termes étudiés par Pierre Bourdieu, la mode, c'est une source d'expression de soi, ok, mais aussi de distinction de catégorie sociale. Et la haute couture, à travers le luxe, a toujours cherché ça, à justement se distinguer d'une certaine catégorie de classe sociale. Et donc en réalité,
Là, c'est juste de l'apparence et il n'y a pas vraiment d'évolution de classe sociale. En réalité, si on regarde historiquement, la haute couture, ça reste quand même une expression artistique, une performance. Ce sont des heures et des heures de travail, des ateliers, des gestes, des savoir-faire qui sont parfois même ancestraux, et des tissus rares. Et tout ça, bah, on en fait même des expositions. On en trouve de plus en plus dans les musées aujourd'hui, le Louvre, et j'en passe. La fast fashion, de son côté, on va pas se mentir, elle démocratise, ok, ces silhouettes qu'on retrouve dans la haute couture, pas les valeurs. Donc en fait, lorsque Zara, Uniqlo et H&M, comme je disais tout à l'heure, reprennent les codes de la haute couture ou des subcultures comme les codes queer, c'est jamais pour vraiment transmettre le sens profond des défilés qu'on peut voir. C'est pour surtout du coup accélérer la machine de production en répondant à une certaine vision qu'on a de la haute couture, du luxe, pour produire du coup toujours plus vite, en plus grand nombre, et se faire de plus en plus d'argent. Résultat, la mode de masse, du coup elle gagne peut-être en sophistication en collaborant justement avec des grands créateurs et tout, parce qu'elle acquiert peut-être des techniques, mais au prix de ceux qui inventent vraiment. En réalité, si on regarde, et les images du BHV actuellement l'illustrent très bien, quand la fast fashion se rapproche de plus en plus des codes du luxe, les rayons se vident, et du coup, par exemple, c'est ce que Shein a créé au BHV, les rayons des autres marques sont totalement désertés à cause de la fast fashion, et du coup, ça rappelle une réalité plutôt simple. Le marché, lui, il suit la vitesse, mais pas la couture. Merci pour ces mots. On va passer à toi maintenant, Léa. C'est vrai que la France, elle veut réguler la fast fashion, Tout à fait. mais il y a un gros problème, c'est que Bruxelles retoque la loi et qu'en plus de ça, Shein refuse de faire des auditions parlementaires. Est-ce que tu pourrais nous expliquer de façon simple pourquoi est-ce que c'est si compliqué cette Oui, situation? je vais essayer de te vulgariser le droit un petit peu Merci. parce que c'est vrai que c'est un petit peu sensible comme sujet. Mais en fait, pour te donner une image simple, réguler Shein ou Temu, eh bien aujourd'hui, c'est un petit peu comme essayer de contrôler un fleuve avec une passoire. C'est-à-dire que le cadre de régulation n'a pas été pensé pour des acteurs de cette nature. Parce qu'il y a un verrou juridique européen, et c'est ce qu'on appelle le pays d'établissement. Pour faire très simple, c'est qu'une plateforme est d'abord régulée par le pays où elle a son siège d'établissement et son siège européen. En l'occurrence, dans le cas de Shein et de Temu, ce pays, c'est l'Irlande. Pourquoi l'Irlande? Parce que c'est pas la seule société à avoir choisi ce pays-là. Non, il y a énormément de GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, etc., qui y sont, TikTok également, on en parlait. Mais en fait, l'Irlande a construit depuis 20 ans une véritable stratégie d'attraction. Une fiscalité à 12,5%, un environnement administratif beaucoup plus souple, une présence historique des géants du numérique, on le disait, c'est l'un des territoires les plus accueillants pour les plateformes mondiales. Et donc évidemment, conséquence directe, quand la France souhaite par exemple interdire la publicité de la fast fashion, eh bien Bruxelles lui répond « c'est pas à vous, hein, c'est à Dublin de décider ». Donc le droit européen impose cette limite. Autre difficulté, qu'est-ce qu'on veut réguler en fait? La France, elle visait l'ultra fast fashion, c'est-à-dire Shein, Temu et compagnie, mais sans toucher Zara ou H&M. Et pour le droit européen, ça c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. La catégorie, elle n'est pas définie juridiquement, parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui distingue la fast de l'ultra fast? Est-ce que c'est la vitesse? Est-ce que c'est le volume? Est-ce que c'est le prix? On peut pas en fait créer une taxe ou une interdiction sur une notion aussi floue. Et en fait, c'est l'une des raisons, si ce n'est la principale raison, pour laquelle Bruxelles a bloqué la loi. Ok, et en plus du droit, une autre chose qui pose problème, c'est le fonctionnement de ces plateformes. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler aussi? Mais bien sûr. En fait, leur modèle logistique les place hors des cadres traditionnels. Il n'y a pas d'entrepôt en Europe, il n'y a pas vraiment de stock, il n'y a pas d'importateur local, et les colis envoyés, ils sont envoyés un par un depuis la Chine, et souvent sous les 150 €. Donc c'est tout à fait légal, mais ça court-circuite absolument tous les points de contrôle classiques, que ce soit les douanes, les normes, les filières commerciales. Et l'actualité récente le confirme, on en parlait un petit peu, Shein devait être auditionné mardi dernier pour une mission parlementaire sur les produits importés. Ils ont tout simplement refusé de s'y présenter, ils ont invoqué les procédures judiciaires en cours, notamment depuis l'affaire des poupées pédopornographiques qui ont été trouvées sur la plateforme, et ils sont désormais formellement convoqués. C'est un refus qui montre donc que la coopération institutionnelle elle-même est très compliquée à obtenir. Et la dernière difficulté qu'on a, c'est le rythme. Shein, tu en parlais Héloïse, met en ligne des milliers de références par jour. Temu, il modifie ses prix, modifie ses vendeurs, il modifie ses promotions en permanence. Le droit, lui, tu l'as dit en tout début d'émission, Jade, il met des mois, voire des années pour avancer.
il court littéralement derrière un modèle économique qui change plus vite que le droit ne peut formuler de règles. Donc réguler ces plateformes aujourd'hui, c'est donc faire face à 4 obstacles si on résume. Un cadre européen qui donne la main à l'Irlande, des catégories économiques encore floues, une logistique pensée pour éviter les points de contrôle et un rythme industriel qui dépasse la vitesse du droit. Et donc voilà pourquoi on peut dire que encadrer Chine et Temu, ça revient bel et bien à essayer de contrôler un fleuve avec une passoire. Ouais. Juste pour rebondir, ils n'avaient pas, en tout cas en France, pour projet de faire des taxes douanières sur justement tous les colis Chine. Alors je crois que C'était pas les petits colis aussi? Alors effectivement, il y a les colis en Avec dessous 2 d'une certaine euros, je somme crois. qui a comme proposition d'avoir une taxe à 2 euros. Ouais. Mais il y avait surtout la loi anti-fast fashion l'année dernière qui a été abandonnée parce qu'il y avait eu la dissolution. Donc pour l'instant, on est un petit peu au niveau point mort, niveau tentative de régulation Parce en que France. la loi n'a pas été reproposée encore à Pas l'Assemblée. encore. Pas Ça encore. devrait arriver. C'est en cours, c'est dans les tiroirs. Affaire à suivre. Mais affaire à suivre, ça devrait revenir, je pense, d'ici l'année prochaine, effectivement. Donc on l'a dit au cours de cette émission, la fast fashion, elle pose des problèmes. Elle pose des problèmes juridiques, elle pose des problèmes en termes d'identité des marques aussi. Mais le dernier problème qu'elle pose aussi, c'est toute la création de contenu et le fait de pousser les consommateurs à vouloir de plus en plus acheter. Ma question, en définitive, c'est quelle est la solution en dehors de la fast fashion? Quand on voit les dérives éthiques, les conditions de production et jusqu'au scandale hallucinant des P à caractère pédopornographique de Shein, on se dit que ça suffirait en théorie que les grandes enseignes arrêtent simplement de s'associer à ce genre de marque. Sur le papier, c'est facile, on coupe le lien. Dans la réalité, ça demander à un géant d'arrêter de regarder le profit, c'est beaucoup plus subtil et parfois très compliqué. Et pour nous, les consommateurs, c'est pas beaucoup plus simple. Effectivement, des alternatives existent. On a par exemple Marine Serre, qui est de la haute couture, absolument sublime. Le problème, c'est que c'est inaccessible pour 99% des gens. Après, on a des marques de prêt-à-porter, comme Ekyog, donc c'est une marque française, avec des matières qui sont impeccables, mais qui sont parfois en décalage avec l'air du temps. Et on se retrouve vite coincé. Alors une autre alternative, ça serait quoi? Ça serait le vintage. Le problème, c'est que le vintage, c'est le vrai. C'est celui qui a des odeurs, celui qui a des taches, celui qui a des vies d'avant, et celui qu'on idéalise, mais qu'on aime moins quand il faut vraiment le porter. Alors peut-être que la sortie du fast fashion, ce n'est pas une porte qu'on ouvre, c'est une question qu'on se pose. Et en définitive, sommes-nous prêts à renoncer au neuf, le neuf qui est parfait, à payer plus cher et à porter ce qui a déjà servi? Bien, j'ai pas la réponse à la question. Par contre, la solution n'est peut-être pas encore là, mais la réflexion, elle, a enfin commencé. Merci beaucoup pour vos chroniques. Merci Jade. Et on se retrouve dans un mois pour une nouvelle émission dans Mode et Influence.